Bon, donc moi je vais essayer de tenir le challenge des 13 minutes imparties et vous dire que c'est quand même difficile de faire tenir 274 maladies dans 13 minutes, mais je vais prendre des raccourcis. Donc les déficits immunitaires, c'est des pathologies qui ont été décrites après la découverte des antibiotiques, puisque les patients décédaient en bas âge et on a décrit à partir des années 50 des patients qui présentaient des infections récurrentes et multiples à des pathogènes soit opportunistes, soit à des germes plus communautaires, avec des anomalies hématologiques et immunologiques. Et de plus en plus, maintenant, on découvre des déficits immunitaires avec des spectres étroits, sans grosses anomalies du système immunitaire. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas que les infections dans la vie, dans des déficits immunitaires. On va voir aussi d'autres manifestations comme des tumeurs, de l'auto-immunité, de l'auto-inflammation et des manifestations allergiques. Donc, depuis l'identification, les premières identifications génétiques, initialement c'est les déficits du complément en 81, vous voyez que le nombre de déficits immunitaires, de gènes identifiés responsables de déficits immunitaires augmente. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a 274. Et on a une explosion surtout depuis les nouvelles techniques de séquençage haut débit qui ont permis d'augmenter le nombre. Et donc ce qu'on voit surtout là, plus récemment, c'est une augmentation des déficits avec des transmissions autosomiques dominantes. Et donc là, vous avez les transmissions autosomiques récessives et là, les transmissions liées à l'X. Donc de plus en plus, on a des pathologies avec des transmissions donc, autosomiques dominantes qui sont soit dues à des mutations qui vont être perte de fonction d'un gène, soit dans certains cas des mutations gain de fonction, ce qui complique l'aspect fonctionnel des mutations identifiées. Donc juste pour vous faire un tableau un petit peu des déficits immunitaires, donc les premiers qui ont été découverts, qui sont les plus sévères, c'est les déficits immunitaires combinés qui touchent à la fois l'immunité cellulaire et humorale. Et d'avoir un défaut de l'immunité adaptative, c'est responsable d'une susceptibilité infectieuse très 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 large. Et là on voit des enfants avec des pneumocystoses ou des infections fongiques, mais ils font tout type d'infections. Le deuxième groupe, c'est les défauts de production d'anticorps, où c'est les patients qui ne produisent pas bien les anticorps ou n'ont pas de lymphocyte B. Et là, on va avoir surtout des infections bactériennes qui vont avoir plutôt un tropisme sinusien, ou ORL, et pulmonaire. Ensuite, vous avez les défauts phagocytaires qui touchent donc les cellules phagocytaires. Et là, ce sont avant tout des patients qui font des infections plutôt tissulaires, fongiques ou bactériennes. Ensuite, vous avez les déficits du complément, qui sont des défauts d'opsonisation. Et là, ce sont avant tout des infections invasives bactériennes, en particulier à germes encapsulés. Et puis, il y a les déficits de l'immunité innée, qui, dans certains cas, vont donner plutôt des infections bactériennes. Dans d'autres cas, selon les voies TLR touchées, des encéphalites herpétiques. Et puis, il y a des patients qui présentent des anomalies de dysrégulation de leur système immunitaire, donc de défauts d'homéostasie ou des pathologies auto-inflammatoires. Et je vous ai mis à peu près les nombres actuels de tous les gènes qu'on peut retrouver dans les différents groupes. Donc nous, au laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? On essaye, avec les informations cliniques qu'ils nous ont fournies, avec les explorations biologiques, en particulier l'immunophénotypage, certains tests fonctionnels, certains tests protéiques, d'aller directement au gène pour essayer d'être le plus pertinent dans les analyses, pour ne pas avoir à séquencer les 270 gènes en même temps. Et donc je vais vous donner deux exemples, parce qu'on nous a demandé des exemples de cas cliniques. Donc deux exemples de déficit immunitaire dits classiques. Donc, premier exemple, c'était un enfant de 8 ans qui est né à terme, mais ses parents ont la particularité d'être apparentés. Donc là, ça va nous orienter vers des maladies autosomiques récessives. Et qui est hospitalisé donc à l'âge de 8 ans devant une pneumopathie du lobe supérieur droit qui va être traitée comme une PFLA classique par du clamoxyle. Mais au bout de 4 jours de traitement, on va voir la persistance du syndrome inflammatoire important et puis la persistance de l'opacité et un traitement par josacine pour traiter les pathogènes atypiques est rajouté. Mais là, on ne va pas avoir d'amélioration et on va avoir la persistance de l'opacité chez ce patient. Et donc, un scanner va être réalisé, il va mettre en évidence des polyadénopathies médiastinales et un collapsus du lobe supérieur droit, mais surtout, pas qu'une atteinte parenchymateuse pulmonaire, mais avec une lisse costale et vertébrale. Et donc voici le scanner, où on voit cette opacité qui prédomine au niveau du lobe supérieur droit, et cette lise osseuse donc, qui va conduire à une biopsie chez le patient, une ponction biopsique, et également une échographie cervicale qui retrouve une collection échogène au contact de la voûte du crâne, donc par continuité. Et la ponction va ramener des polynucléaires, mais surtout des levures au direct. Et au niveau biologique, on va avoir donc, ce syndrome inflammatoire très important avec une fibrine très importante, évoquant avant tout une infection fongique.
Et à la biopsie, ce qui va être vu, c'est surtout une image granulomateuse, et au sein de ce granulome, une infection aspergillaire avec une infection osseuse. Donc on a une infection tissulaire osseuse avec une atteinte osseuse et un syndrome inflammatoire important chez un enfant de parents apparentés. Et donc la première chose à faire dans ce cas-là, c'est d'étudier l'explosion oxydative. Donc c'est la production des dérivés de l'oxygène qui sont nécessaires à la fonction phagocytaire. Et on teste ça au laboratoire en cytométrie de flux en regardant l'oxydoréduction de la dihydrorhodamine après et avant activation. Donc vous avez un contrôle sein la mère du patient et on voit que le patient a un défaut. Il n'y a pas de shift du pic rouge après activation, donc il a un défaut d'explosion oxydative et ça signe un diagnostic qui est la granulomatose septique chronique, qui est une maladie qui touche donc l'explosion oxydative. Et donc la prise en charge de ce patient, c'est de le traiter, de lui donner des traitements antifongiques en bithérapie assez prolongée. Et quand on arrive à remettre en rémission ces patients et qu'ils ont la possibilité d'avoir un donneur de moelle identique, on transplante ces patients. Et donc cette anomalie, c'est une anomalie fonctionnelle du polynucléaire, mais également des autres cellules phagocytaires, qui est due en fait, donc c'est la fréquence de déficit est 1 sur 200 000. Il y a 5 gènes qui peuvent être responsables de ce déficit. La forme la plus fréquente, elle est liée à l'X, donc qui touche que les petits garçons. Et les autres formes sont autosomiques récessives, dont la plus fréquente est la P47-FOX, parce qu'il y a des mutations récurrentes. Et donc ces sous-unités cytosoliques qui sont au niveau du lysosome vont s'associer à des sous-unités qui sont dans le lysosome et ils vont permettre de produire de l'H2O2 et des radicaux libres qui permettent donc la génération de l'explosion oxydative dans les polynucléaires et les cellules macrophagiques. Et donc ces patients font avant tout des infections bactériennes et des infections fongiques tissulaires. Deuxième cas clinique, je ne sais pas si je suis toujours dans mon temps. 6 minutes, ah, ça va aller, je vais même être en avance. Donc là, c'est un petit garçon qui est né à terme. Alors là, on ne sait pas si les parents sont apparentés, mais ils sont originaires de 2 villages proches, qui va être hospitalisé à l'âge de 10 mois pour une otite moyenne aiguë. L'otite moyenne aiguë, c'est assez classique à l'âge de 10 mois, mais il fait une pneumopathie à pneumocoque, ce qui peut se voir également. Puis il va revenir un mois plus tard avec une gastro-entérite à rotavirus, mais surtout cette gastro-entérite va être compliquée d'une anémie hémolytique à Coombs positif. Alors les anémies hémolytiques chez le tout petit, c'est très pathognomonique, il faut vraiment rechercher un déficit immunitaire combiné, parce que les anémies hémolytiques peuvent survenir chez le plus grand, mais chez le tout petit, comme ça, il faut vraiment être très alerté. Donc il va être traité par corticoïdes, et puis ça va permettre de contrôler l'anémie hémolytique. Alors, quand on reprend les hémogrammes qui ont été faits lors de la première hospitalisation, on va être frappé par le fait que cet enfant a une lymphopénie assez profonde déjà, donc bien avant la mise sous corticoïde, parce qu'une corticothérapie peut diminuer les lymphocytes. Alors, il faut savoir que les normes pédiatriques, avant l'âge de 1 an, un enfant doit avoir plus de 3000 lymphocytes, et donc là, il en a 500, donc ce n'est pas beaucoup. Donc un dosage pondéral des immunoglobulines a été réalisé, à la deuxième hospitalisation, il y a à nouveau une numération de la formule sanguine, et là aussi, le patient est encore lymphopénique. Alors ça ne vous paraît pas très bas, parce que les normes annuelles, c'est 1500 à 3500, mais un enfant de moins de 1 an, je vous dis, ça doit au moins avoir 4000 lymphocytes. Et donc le dosage pondéral va être réalisé après la deuxième hospitalisation, et on va diagnostiquer une diminution, mais pas majeure, des immunoglobulines. À cet âge-là, pour les normes pour l'âge, c'est un petit peu bas, mais pas majeur. C'est surtout, il y a une diminution des IgG, et un immunophénotypage va être réalisé chez ce patient devant la lymphopénie. Et ce qui va être frappant, c'est surtout une lymphopénie TCD4 très importante, donc 12% de 500, ça ne fait pas beaucoup. Et le premier diagnostic, quand on a une anémie hémolytique, une lymphopénie TCD4 prédominante chez un patient, c'est de faire un dosage enzymatique qui s'appelle le dosage d'adénosine déaminase. Donc les proliférations sont basses. Ça c'est normal quand on n'a pas beaucoup voilà. Et donc chez cet enfant, on a dosé l'adénosine déaminase avant toute transfusion, parce qu'on dose ça dans les globules rouges, et on a trouvé un défaut complet, un défaut très profond en adénosine déaminase. Alors qu'est-ce que c'est l'adénosine déaminase? L'adénosine déaminase, alors je suis désolée, ça c'est problème Mac PC, c'est une enzyme qui sert en fait à métaboliser l'ADN et la déadénosine vers la déinosine, et quand cette enzyme est absente, c'est une maladie métabolique, on va avoir une accumulation de déadénosine et de DATP dans les cellules, et qui est toxique pour les cellules, et en particulier c'est toxique pour les thymocytes et les lymphocytes, et donc ça aboutit à une apoptose des lymphocytes et des thymocytes.
Et donc, dans la forme complète de déficit en adénosine d'aminase, c'est des patients qui n'ont pas de lymphocytes T du tout, ni B, ni NK. Et puis, dans les formes un peu partielles, ça va prédominer surtout sur les lymphocytes TCD4. Et donc, quand on a ce dosage enzymatique, après, il suffit juste d'aller au gène pour trouver une mutation de l'adénosine d'aminase chez ce patient. Donc, pour conclure, donc les déficits immunitaires, c'est vraiment des entités maintenant qui... il y a à la fois le côté infectieux, mais il y a également le côté de manifestation auto-immune qui peut se voir. Il y a des activations lymphohistiocytaires, il y a des lymphomes, il y a des manifestations inflammatoires. Donc on peut vraiment avoir un spectre de signes cliniques qui peuvent orienter vers la recherche d'un déficit immunitaire. La caractérisation d'un déficit immunitaire, ça permet de mieux comprendre la physiopathologie, le retentissement chez le patient, d'adapter les traitements, de réaliser un conseil génétique. Et maintenant, de plus en plus, donc là, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est qu'on peut partir d'une infection qui peut paraître banale et idiopathique, comme l'encéphalite herpétique isolée, comme une candidose cutaneo-muqueuse isolée, ou comme une infection bactérienne isolée, et on peut identifier des déficits immunitaires de certaines voies. Et donc malheureusement, nous, en tant que biologistes, on est limité par les explorations qu'on possède et qu'on sait faire. Mais la normalité des explorations immunologiques n'écarte pas un déficit immunitaire, parce qu'on n'explore que ce qu'on connaît. C'est avant tout une définition clinique. C'est toute infection sévère ou toute autre manifestation dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, je pense que je suis dans les 13 minutes là. 11 minutes 22 au chronomètre. Oui. Question d'épidémiologie. Il y a un grand nombre donc, de pathologies qui sont répertoriées, mais ça représente combien de patients sur la population française? Oui, alors les déficits immunitaires, la fréquence c'est 1 sur 4000 naissances. Ils vivent longtemps ou il y a 1 sur 4000 qui vivent? Ah bah ils vivent longtemps. Ah bah, alors maintenant, si on fait bien notre travail, on les diagnostique tôt. Donc ceux qui vont mourir pendant la première année de vie, si on ne les diagnostique pas, c'est les déficits immunitaires combinés sévères. Et là, leur fréquence est de 1 sur 75 000. Mais les autres, on les diagnostique à l'âge pédiatrique, mais de plus en plus, on diagnostique des déficits immunitaires maintenant à l'âge adulte, qui sont des formes atténuées de déficit immunitaire ou des mutations dominantes de d'autres gènes. Donc c'est une naissance vivante sur 4000. Hein, donc, Justement, les formes révélées tardivement, quel facteur d'environnement est identifié comme responsable de ces formes? Alors, c'est pas trop les facteurs d'environnement qui vont... donc, il y a des déficits immunitaires qui sont moins drastiques au niveau du défaut qu'il va y avoir au niveau du système immunitaire, premièrement. D'autre part, il y a des patients qui ont des mutations de gain de fonction, donc elles vont s'exprimer plus ou moins fortement selon le pathogène. Par exemple, je peux prendre les mutations STAT1, gain de fonction, qui sont responsables de la candidose cutaneo-muqueuse. On a des diagnostics à l'âge adulte, ou maintenant on a des déficits aussi qui touchent la PIK3 kinase, qui donne des tableaux qui donnent des hypogammaglobulinémies, qui peuvent se diagnostiquer plus tard, parce qu'il faut qu'il y ait déjà eu une stimulation antigénique, une rencontre avec l'infection, pour que la mutation de gain de fonction ait été délétère pour le système immunitaire. Mais vous dire comme ça un exemple sur 274, c'est pas possible. Une question mécanistique sur par exemple l'anémie hémolytique auto-immune, on voit de plus en plus de manifestations auto-immunes, et notamment donc, chez des sujets traités par des anticorps monoclonaux, anti-TNF, anti-6, des choses comme ça. Oui. Donc là, dans le cadre de déficit immunitaire, mais induit quoi. La survenue de cette dysimmunité. Alors la désimmunité, on la voit avant tout dans les déficits immunitaires combinés, parce qu'il y a un défaut de tolérance, parce que l'immunité cellulaire n'est pas complètement normale, donc c'est par défaut de tolérance avant tout. Et je pense que probablement dans les drogues qu'on utilise maintenant, on induit une part d'immunosuppression qui doit aussi avoir un rôle dans la tolérance et l'apparition des manifestations auto-immunes. Il faut plus de tumeurs? Ça dépend lesquelles, oui. Certaines pathologies, par exemple les déficits en face, on va avoir un risque multiplié par 50 de faire des lymphomes. Ça va dépendre vraiment de la voie touchée, hein, parce que quelle est la voie touchée, quel est le rôle de la molécule touchée. Et oui, on peut voir un certain nombre de pathologies lymphomateuses dans certaines causes de déficit immunitaire. Et le principal traitement, ça veut dire que c'est des greffes? Ah non, non. Dans le déficit en complément, on ne va pas les greffer. Hein. On va juste leur mettre une antibioprophylaxie, bien les vacciner. Dans le déficit immunitaire combiné sévère, bien sûr, là c'est la greffe ou la thérapie génique. Dans le déficit en ADA que je vous ai présenté, il y a même un traitement enzymatique où on peut donner de l'enzyme, de l'adénosine d'aminase qui est pégadylée. Et on peut faire de la thérapie génique, on peut faire de la greffe.
Dans les formes les plus graves, oui, c'est la transplantation de cellules souches hématopoïétiques, majoritairement dans les déficits immunitaires combinés, mais pas dans tous les déficits immunitaires combinés. Et puis, il y en a beaucoup, c'est simplement une prévention des infections, et avec des bonnes vaccinations. Parfois, dans les déficits B, c'est les perfusions d'immunoglobulines substitutives pour corriger le défaut de production d'anticorps. Donc, à chaque déficit, son traitement.